Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le lundi 2 décembre, il est l'heure de l'info. Le Leader Price de Saint-Dizier est à l'abandon. Plus de livraison ni de clients depuis plusieurs mois, les salariés tirent la sonnette d'alarme. Ce week-end avait lieu la 38e édition du Téléthon. À Chaumont, plusieurs associations se sont mobilisées pour récolter des fonds, vous le verrez. En fin de journal, comme chaque lundi, vous retrouverez Gaël Bossu pour l'Infosport, avec au programme notamment de l'athlétisme, du cyclisme et de la boxe. Mais tout d'abord, un accident mortel s'est produit ce lundi matin rue de la Tambourine à Saint-Dizier. Selon nos confrères du journal de la Haute-Marne, aux alentours de 7h50, une voiture sans permis a heurté le muret qui délimite la chaussée du parvis de la gare SNCF. Le choc a causé la mort de son conducteur, un homme d'une cinquantaine d'années. La voiture sans permis n'était pas équipée d'airbag. La victime n'a donc pas été protégée lors du choc. Toujours à Saint-Dizier, vous l'avez peut-être remarqué, les rayons du Leader Price sont vides. Depuis le mois d'août, le magasin ne reçoit plus de livraison, n'accueille plus de clients et les salariés ne reçoivent plus leur salaire. Aujourd'hui, avec les syndicats, ils tirent la sonnette d'alarme. Les détails avec Clémentine Coppola. Des rayons vides. Plus de produits frais, de viande ou de fruits et légumes. Les clients ont déserté le magasin Leader Price de Saint-Dizier. Depuis le 23 août, le supermarché Avenue de la République n'a pas été livré. Depuis 3 mois, la petite équipe de salariés vit un véritable calvaire. Les payes ne sont versées qu'à moitié, peu d'informations viennent de la direction et plus aucune tâche professionnelle n'est à accomplir. Aujourd'hui, certains employés témoignent mais préfèrent rester anonymes. On arrive le matin, on ouvre la caisse, on attend les clients, on n'a rien à faire, il y a très peu de clients. Et on attend la fin de la journée et on ferme et on rentre à la maison. Je dors plus, je mange plus. Une déprime totale, quoi. Situé à quelques pas du centre-ville, le magasin était devenu une habitude pour beaucoup de clients. Désormais, tous vont faire leurs courses ailleurs. Vous êtes client depuis combien de temps dans ce magasin ? Depuis à peu près 1 an parce que j'habite pas très loin, j'ai mon appart à côté. C'était hyper rempli, il y avait beaucoup de choix, il y avait énormément de gammes différentes et puis là ça rend un peu triste quoi. Ça me fait peur, surtout pour eux parce que ils ont pas eu de salaire depuis un bon moment. Ça me fait aussi plaisir de les aider de temps en temps. Et puis... tout est vide, on rentre dans le magasin, il n'y a plus rien dans le magasin, jamais ravitaillé. C'est pour ça qu'on fait demi-tour à chaque fois qu'on est devant. C'est triste, très triste par rapport aux ouvriers qui sont dedans, quoi. Ils font de leur mieux pour nous servir, mais... Moi, je viens de l'extérieur de la campagne à 10 km. Et donc, les gens de mon âge et beaucoup plus, ils avaient une très grosse clientèle de pertes, là. Je souhaite de tout mon cœur que ça rouvre pour qu'elles retrouvent leur place, qu'elles soient payées par la personne là, qui les fait attendre, et puis que tout rentre dans l'ordre et qu'elles soient dans la joie pour Noël. Difficile pour les employés de faire valoir leurs droits dans cette situation. La petite équipe cherche des solutions. Ne pas venir correspondrait à un abandon de poste. Pour faire des démarches auprès du tribunal des prud'hommes, il faudrait une cessation de paiement ou d'activité. Pour l'instant, l'union locale de la CGT est à leur côté. Donc on a commencé à faire des démarches auprès de l'inspecteur du travail. On n'a pas très peu de réponses. Et par contre, on ne trouve pas, la patronne ne leur répond pas. Donc on a été voir le syndicat CGT à Chaumont en plus. Et là, on a contacté un avocat jeudi soir qui prend les démarches pour 3 des personnels là d'ici. Ils ont pris des habitudes déjà, en 3 mois on prend des habitudes. Quand vous n'avez plus vos yaourts, vous n'avez plus votre pain, vous n'avez plus votre jambon, vous n'avez plus tout ça. Les gens ils ont pris des habitudes d'aller au Leclerc Express, c'est la logique. Mais ce qui est grave, c'est que ça va faire une désertion du quartier là. Le quartier, si les gens s'ils s'arrêtaient, admettons, s'il y a une pharmacie, il y a une boulangerie là. Les gens vont peut-être aller à la boulangerie plus loin pour ne pas faire de pas quoi. 1200, 1300 signatures, je crois, de solidarité, parce que la pétition, à mon avis, ça n'amènera peut-être à rien, mais c'est pour voir que les gens sont solidaires avec les filles. Si elles viennent signer, c'est qu'elles passent au magasin. Le groupe HGC a repris le magasin en juillet 2024, mais depuis, rien ne bouge, selon les employés. Contactée par téléphone, Imen Aoufi, la gérante, n'a pas répondu à nos sollicitations. Néanmoins, elle a confié à nos confrères du GHM Quotidien que les choses allaient avancer. La centrale prend un peu plus de temps, même si tout le monde s'inquiète et je le comprends, on veut avancer.
Mercredi 20 novembre, la première adjointe au commerce, Rachel Blanc, a reçu 3 employés avec le chef de cabinet et la manageuse de commerce. À ce jour, les employés attendent toujours d'être payés. C'est vendredi 29 et samedi 30 novembre. Une nouvelle édition du Téléthon s'est tenue à Chaumont. La salle des fêtes a accueilli plusieurs associations chaumontaises afin de récolter le maximum de dons pour la lutte contre les maladies rares. Célia Richard était sur place. Toujours le même combat. Je ne sais pas si vous suivez les résultats du compteur Téléthon. Nous étions ce matin à 9 millions d'euros de dons, je pense. Chaque année, depuis 1987, les Français se mobilisent pour recueillir le maximum de dons et aider les enfants atteints de maladies rares, comme la myopathie de Duchenne. Exceptionnellement avancé d'une semaine, le Téléthon a lieu le vendredi 29 et samedi 30 novembre en France, et notamment en Haute-Marne. À Chaumont, les associations se sont mobilisées et ont investi la salle des fêtes de la ville pour récolter le plus de dons possible. Oui, bien sûr, il faut toujours être là pour mobiliser et pour redonner ces valeurs fortes du Téléthon. Et quand on entend encore qu'il y a toujours ces enfants malades avec des nouvelles maladies qui ne sont encore pas tout à fait émergées et dont on recherche encore des solutions pour soigner ces enfants, il faut être là, il faut maintenir ce Téléthon et il faut bien évidemment mobiliser, y compris les jeunes générations. Une jeune génération que les équipes du Téléthon essayent de toucher au maximum. C'est vrai qu'il y a une vraie difficulté pour convaincre les nouvelles générations, auxquelles je crois bien évidemment, mais le Téléthon a aussi développé une communication directement auprès des scolaires. Il y a par exemple un dispositif qui s'appelle 1001 chercheurs, qui montre que des chercheurs, donc payés par les dons qui remontent directement au Téléthon et au Généthon, font des interventions parmi les scolaires pour sensibiliser les jeunes à ce bénévolat. Alors il y a de la danse un petit peu, il y a un petit tournoi de foot, il y a un petit tournoi d'handball, il y a des formations aux premiers soins, il y a des petites choses comme ça, il y a un petit vide-grenier avec des habits qui sont vendus, il y aura du chant, etc. etc. Parmi les différentes activités proposées, la personnalisation de tote bag en échange d'un don. En fait, on veut rendre le graphisme accessible et en même temps, on veut participer au bien commun, si on peut entendre ça comme ça. Donc, voilà, pour essayer aujourd'hui de récolter des dons pour le Téléthon, ça rentre totalement dans la démarche de notre association. Et c'est vrai que nous, avec notre association, on touche beaucoup des étudiants ou des lycéens qui viennent souvent à nos ateliers. Et là, ça permettait aussi de ramener peut-être, justement, avec le nom des graphistes affichés, ce public qu'on touche habituellement. Ou encore, un vide-grenier totalement dédié au Téléthon. C'est pour notre projet au CFA. On a un chef-d'œuvre à réaliser. Et au début, on ne savait pas trop quoi faire. On a trouvé l'idée du vide dressing très original. Alors du coup, on a commencé à faire quelques organisations. On a trouvé du coup qu'on pouvait faire ça pendant le Téléthon. C'était important pour nous parce que ça permet d'aider des gens. Ça permet de récolter des fonds pour une bonne cause. Et on s'est dit que si on pouvait allier notre projet avec la bonne cause, il fallait le faire en fait. Au total, près de 80 millions d'euros ont été récoltés en ce week-end du Téléthon 2024. Nous sommes lundi, il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Prenez place confortablement pour les 10 prochaines minutes. On va revenir sur un sacré week-end de sport pour nos athlètes locaux. Au programme ce soir, de la boxe, du volley et de l'athlétisme. Mais on démarre tout de suite avec du cyclisme et une Marseillaise. C'est le deuxième titre consécutif de champion de France de cyclocross pour le Haut-Marnais Gérard Droullens, déjà sacré l'hiver dernier à Périgueux dans sa catégorie d'âge en Master 8. Il a remis ça cette année, c'était dimanche matin du côté de l'île d'Oléron. Il a confirmé sa très belle forme du moment et surtout son année 2024 sportivement dingue. Troisième aux mondiaux de cyclocross l'hiver dernier. Il a ensuite été sacré champion de France 2 fois sur route pendant la saison. À 71 ans, il continue de nous impressionner et d'étoffer son très beau palmarès. On revient sur notre territoire où avait lieu samedi un autre cyclocross avec un niveau sportif relevé. Oui, c'était la 21e édition déjà du cyclocross de Vitry-le-François. Et mine de rien, année après année, ce rendez-vous s'inscrit dans le calendrier de nombreux coureurs du Grand Est. Ils étaient 115 ce week-end à concourir autour du parc Omnisport Fabien Guiloni, vous le voyez. Et chez les seniors, c'est Lucas Dubo, un nom bien connu dans le cyclisme national, qui l'a emporté. Celui qui a terminé 5e de la dernière Coupe de France de cyclocross s'est inscrit le matin même pour courir à Vitry. Vous voyez franchir la ligne d'arrivée. On l'écoute après sa victoire.
Ouais, je me suis engagé un petit peu tard, mais non, voilà, j'avais prévu de la faire. C'est pas trop loin de la maison. Pour l'instant, voilà, je voulais faire quelques jours de repos et après reprendre par une petite course comme ça régionale, c'est à côté. Donc pour la récupération, c'est très très bien. C'était un beau circuit, après il fallait faire attention justement parce que ça dégèle un peu, c'est très glissant. Des pistes trottoirs où justement on peut crever ou même des racines là-bas au fond. Il faut avoir le bon braquet, les bonnes trajectoires. Donc en fait non, on dit que c'est un petit circuit régional, mais c'est aussi là-dessus qu'on travaille vraiment notre technique. Et donc un beau circuit quand même. Puis la météo, on a été quand même gâtés par le soleil, heureusement, ce qui fait quand même très froid. Mais ouais, pas de pluie, donc ça c'est vraiment top. Et en plus de Lucas, étaient présents un cycliste professionnel et un ancien pro. Un très très beau plateau sportif, une belle récompense pour les organisateurs de l'UCVF. Au niveau du palmarès de cette épreuve-là, quand on regarde un petit peu les noms au fil des 21 éditions, on se dit on a eu des bons clients et puis ça continue. Donc c'est une belle récompense aussi pour le travail. On reste dans la Marne, à Épernay, samedi soir, la boxeuse bragarde Clotilde Delben combattait pour son 12e combat professionnel et là aussi, ça s'est bien passé. Oui, Clotilde affrontait une Serbe, Tijana Draskovic. C'était samedi soir lors du gala d'Épernay, son nouveau club. Et la désormais vice-championne du monde junior a assumé son statut et l'emporte, vous le voyez, au point, à l'unanimité des 3 jurés. Une 8e victoire en 12 combats professionnels et une belle manière de finir 2024, cap désormais sur les championnats d'Europe, son gros objectif en 2025. On passe à l'athlétisme et l'événement du week-end, c'était la 15e édition de la Feria Barisienne, samedi. Oui, et tenez-vous bien, ils étaient 1850 à courir samedi soir et parmi eux, un invité d'honneur, un certain Félix Bourg, marathonien olympique cet été à Paris. Celui qui est né à Bar-le-Duc et qui a été formé dans la Meuse était en lice sur le 5 km, regardez. Ça ne pouvait être que lui. À domicile, Félix Bourg a survolé les 5000 mètres de la Feria Barisienne, une première pour l'athlète olympique meusien, natif de Bar-le-Duc. Ah, ça fait plaisir parce que j'ai jamais pu le faire justement et c'est une première pour moi, donc non, c'était super et je remercie le public qui a été génial tout du long et ça m'a donné des ailes aujourd'hui. Ouais. C'est l'avantage d'avoir un parcours où tu passes plusieurs fois au même endroit, c'est que tu as le public un peu partout. Et non, franchement, ça m'a boosté et ça m'a donné envie d'aller chercher un beau chrono aujourd'hui. Il a commencé tout gamin sur les pistes de Bar-le-Duc, le black qui revient, en plus avec une aura d'avoir fait les JO, pour nous c'est exceptionnel quoi. Je pense que c'est bien qu'il soit mis sur la 5, puis en plus il va pouvoir nous aider à redistribuer toutes les coupes et tout, donc c'est très bien quoi. À peine le temps de profiter de ses fans à l'arrivée, celui qui était en lice au marathon des Jeux de Paris cet été a pris le départ du 10 km quelques minutes après, mais seulement pour accompagner un ami cette fois, ce qui a laissé une chance aux 900 autres concurrents. Sous les illuminations au centre-ville et sur les quais, c'est finalement le Vosgien Mohamed Moussaoui qui s'adjuge la victoire. Lui aussi a pu profiter de l'ambiance du soir. Franchement, l'ambiance dans la ligne droite, c'était incroyable. Des fois, c'est limite mieux que de faire un gros chrono, d'avoir une bonne ambiance comme ça. Et si tout va bien, je serai là l'année prochaine. Derrière lui, les anonymes bouclaient eux aussi leur course, souvent avec le sourire. On a toutes les deux battu notre record perso et de beaucoup, donc c'est incroyable. Moi en plus, je viens de Bar-le-Duc, c'était mon club jusqu'à... j'ai changé cette année, mais avant j'étais à Bar. Donc je connais tout le monde, c'est ma ville, je la fais tous les ans, donc c'est toujours aussi bien quoi. Ouais, l'ambiance elle est incroyable, surtout quand on passe dans la grande avenue là. Il y a tout le monde qui encourage, voilà, le boulevard de la Rochelle, c'est incroyable, vraiment top Bar-le-Duc, c'est génial. C'est une date qui est marquée d'une pierre blanche dans le calendrier des Barisiens. C'est le lancement des illuminations de Noël, le lancement des festivités de fin d'année. Puis c'est populaire, c'est des enfants qui courent avec leurs parents, c'est les parents qui encouragent leurs enfants et après c'est les enfants qui encouragent leurs parents. C'est festif, c'est génial. Et il n'y a pas que les records de chrono qui ont été dépassés samedi soir, le nombre d'inscrits également. Au total, ils étaient 1850 à avoir pris part à cette fête. Athlétisme toujours et de la course à pied puisqu'un de nos athlètes locaux a gagné sa place pour les championnats d'Europe de cross-country. Oui, il s'appelle Martin Perrin, il est chaummontais et il s'entraîne désormais du côté de Dijon et tu l'as dit, lors du cross d'Allonne il y a quelques jours, il a remporté son ticket pour les championnats d'Europe espoirs de cross-country qui auront lieu ce dimanche à Antalya en Turquie. Une première pour l'athlète de 22 ans sous le maillot de l'équipe de France, on l'écoute très ravi.
C'était un petit soulagement parce que je me mettais un peu de pression. C'était ma dernière année en espoir. C'était ma dernière chance de faire une sélection avant de passer senior. Donc, et puis je l'avais bien préparé, je savais que j'étais en forme. Donc j'avais pas envie de me trouver sur la course. Et donc ouais, non, c'était un soulagement. Et maintenant j'ai hâte de courir avec l'équipe de France dans 10 jours. Là. Je compte un peu les entraînements qui me restent jusqu'au départ en Turquie. Et pour faire une sélection avec Alexis, avec qui je m'entraîne tout le temps, avec Luc Le Baron aussi, qui est dans notre équipe espoir, qui est un bon pote, et même les autres gars en espoir, je les connais un peu, on s'entend bien, donc non, vraiment, c'est de faire une sélection, c'est déjà ça me rend heureux, et en plus partager avec des gens avec qui je m'entends bien comme ça, c'est cool. Et est-ce que d'après toi, Martin a une chance de médaille pour ce week-end ? En individuel, ça risque d'être un peu compliqué, mais par contre, par équipe, avec ses compères de l'équipe de France, ils vont sûrement jouer une place sur le podium. On suivra ça dimanche et évidemment, rendez-vous lundi soir prochain pour le résultat. Le rendez-vous est pris. Sport collectif, à présent, avec du volley, le CVB 52 s'installe à la 2e place du classement. Oui, et ce, après une 5e victoire consécutive en championnat. Face à 7 samedi soir, le CVB 52 s'est imposé 3-7-1 avec une belle remontada au premier set. Résultat, les Haut-Marnais, tu l'as dit, passent devant Poitiers au classement et sont désormais dauphins de Tourcoing. Il ne reste plus qu'à concrétiser cette belle forme en Ligue des Champions. Prochain déplacement, c'est ce mercredi avec un déplacement dans la capitale bulgare. Ce sera à Sofia. À noter également une victoire pour les volleyeurs bragards en pré-national cette fois. Oui, une victoire absolument renversante dans un gymnase Waldeck-Rousseau en feu samedi soir. Saint-Dizier a d'abord déroulé pour mener 2-7-0, mais a vu les Troyens revenir à 2-7 partout. Et finalement, dans un tie-break ultra serré, les coéquipiers de Paul Imblay l'emportent finalement 17-15. On écoute le capitaine Bragard. C'est un petit peu ce qu'on a pour l'instant dans l'ensemble de la saison, c'est un petit peu en dents de scie. Il y a des fois où on fait un super boulot. Et il y a des moments où la lumière elle s'éteint, donc voilà. Malheureusement le volley c'est un sport avec la tête, et si la tête elle coule, on a du mal. On commence mal le tie-break, on commence un petit peu à douter, et puis une fois qu'on tourne, on change de côté, voilà, on déroule, on y va, de la def, tout ce qu'il faut. Et puis en plus on a le chaudron ici à Saint-Dizier qui était vraiment incroyable, quoi. Donc franchement le public a poussé, et je pense que c'est le 7e homme, c'est le public, on en a besoin à chaque fois. Une grosse victoire à domicile qui replace Saint-Dizier au 5e rang du classement. Tu as une dernière information football à nous partager, par contre, pour terminer cet infosport. Oui, je vous en parlais la semaine dernière en Coupe Gambardella, la Coupe de France chez les jeunes. Le groupement Sud-Haut-Marnais est notre dernier représentant. Dans le Grand Est, il ne reste plus que 13 équipes pour les 64e de finale. Et pour connaître leur adversaire du 6e tour, les joueurs de Lionel Blanchot devaient attendre ce week-end. Et c'est finalement l'AS Beaune, un club côte-d'Orient de Régional 2, qui défiera les Hauts-Marnais au prochain tour. Le match aura lieu le week-end du 14-15 décembre. Merci Gaël pour toutes ces infos. On te retrouve donc lundi prochain. Bonne semaine à tous, à lundi. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.